Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue au Blaugrana Podcast avec vous Michael et en ma compagnie Alec. Bon après-midi Alec. Bon après-midi Michael, comment ça va? Ça va bien toi? En pleine forme, cette Coupe du Monde, elle est folle, encore plus folle de match en match, donc très excité, j'adore cette Coupe du Monde. Moi je pense que les gens qui font des paris sportifs, ils se sont soit ruinés, soit enrichis quelque chose de fou dans cette Coupe du Monde. Il y a rien de logique, il y a rien qui fait du sens. Ouais, c'est clair. Mais anyway, c'est pour ça que moi je parie pas. Je me contente d'observer et d'apprécier, mais je vais arrêter de spéculer ou d'essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, puis je vais juste regarder le spectacle comme tout le monde. C'est clair. Je t'avoue, moi j'ai fait 4 paris. J'en ai fait 5, j'en ai perdu juste un. J'ai transformé un 20 en 45. Rien de fou, mais j'essaie de pas trop parier. C'est comme tu as dit, n'importe quoi peut arriver. Tu sais, comme le Japon a gagné 2-0. Non, oublie. Sinon, avant de commencer, je voulais passer un petit bonjour à nos amis du Passion Barça Talk Show. Qui me reçoivent quand même assez souvent de ce temps-ci. Donc, je passe un petit bonjour à toute l'équipe. Bader Larmari, Hassan Bahjoub, Oussama Ben Abdullah et Sam Ben Jeloun. Donc, un chaleureux bonjour à vous et on se retrouve à une prochaine émission avec plaisir. Donc, le titre de l'émission d'aujourd'hui... Messi éliminé, Umtiti encore. Bon, on avait commencé à préparer l'émission quand même tôt dans le week-end, donc on a voulu vraiment focuser sur qu'est-ce qui était pour être l'affiche de la fin de semaine. Puis comme de fait, ça a été le plus grand match de ce long week-end. Pas vrai, Alec? Absolument. C'était un match incroyable. Honnêtement, c'était le premier match en plus des huitièmes, donc ça a commencé très fort. On a vraiment tout vécu. Le premier but du penalty. On s'y attendait peut-être un peu après la France qui a géré étonnamment le match et là l'Argentine qui prend les devants 2-1, le but fou de Pavard. Donc vraiment il y a eu de tout dans ce match, même une petite baston à la fin. Il y a vraiment eu de tout dans ce match. Pour moi c'était le match des huitièmes, le match le plus fou sur 90 minutes. Ouais, puis tu sais, moi honnêtement quand j'ai commencé à regarder ce match là, j'étais comme bon, tu sais, sur papier ça va être vraiment difficile pour l'Argentine. La France, comme ligne par ligne, sauf quelques exceptions, ils ont quand même un effectif qui est beaucoup plus solide que celui de l'Argentine. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'équipe d'Argentine qui pourraient se faire une place dans le 11 français si on faisait un 11 combiné. Là. Mais quand même, les Argentins, ils se sont battus. Puis ils ont même mené à un moment donné. Et bon, justement, si tu pouvais nous remettre en contexte, parce que c'est un match qui commence à dater un petit peu, là. Comment toi tu l'as vu ce match-là, disons, dans la façon que c'est déroulé? Moi, au contraire, beaucoup de monde dit que l'Argentine est des meilleurs. Moi, je pense que c'est la France qui était moins bonne sur la majorité du match. On dirait que les Français avaient peur, un peu comme leur match de poule, on dirait qu'ils essayaient de gérer sans vraiment se lâcher. Et on a toujours dit de cette France qu'elle avait un potentiel d'attaque de feu, mais qu'on l'avait jamais vu. Et quand ils ont perdu 2-1, on dirait qu'ils se sont réveillés, puis ils ont dit on n'a pas le choix, on y va, on se lâche. Et ils se sont lâchés, c'était incroyable. J'aurais pu mettre 3-4 buts de plus. Une défense argentine qu'on savait très très lente a été très très lente et n'a pas su gérer Mbappé à 19 ans quand même. C'est fait déséquilibré par un adolescent. Faut le dire quand même si Mbappé est exceptionnel, je pense que la défense a été très naïve.
On le savait à 100% que Mbappé allait faire ça et ils l'ont laissé faire et le penalty est idiot et les fautes de Mascherano sont inutiles encore une fois. Mais la France, quand elle s'est lâchée, elle a montré qu'elle est une favorite dans cette Coupe du Monde. Donc pour moi, j'ai vu une France surtout qui au début a essayé de gérer un match, a essayé peut-être de jouer un style qui est pas trop son style naturel. Par exemple, au contraire l'Argentine où je pense qu'ils ont fait le match meilleur qu'ils pouvaient faire dans le contexte de leur effectif, de leur entraîneur, de tout ce qui est autour de cette sélection. Et donc, on fait un match où ils se sont opposés sur Messi, mais ils ont enfin gardé la balle au lieu de balancer n'importe où. Banega a aidé encore une fois les transitions. Messi en 9, moi perso, j'ai trouvé que c'était inutile et durant le match, même si l'Argentine avait la balle, il n'arrivait pas à avoir des chances claires parce que Messi était en 9, mais il devait descendre pour construire et quand il descendait pour construire, il n'y avait personne pour déranger les défenseurs français. Donc j'ai vu le match, je pense qu'il devait arriver. La France était malchanceuse quand même. Sur le deuxième but, c'est de la chance. Di Maria, il met un but incroyable. Donc c'est pas de la chance, mais bon, c'est pas quelque chose qui fait tous les matchs. Je pense que la France a démontré qu'elle est une meilleure équipe et en fait, je suis content de les voir enfin se lâcher. Parce que la France qui joue un football offensif, c'est très très beau à voir. Là. Ouais, mais justement, les chances de la France, bon, t'as parlé du premier but de la France qui est venu sur une faute qui a mené à un penalty, une action de Mbappé. Mais les deux buts de Mbappé, c'est sur des contres également. Donc, oui, c'est sûr qu'on a vu une France qui était plus offensive, mais on n'a toujours pas vu cette France qui construit ses actions pour mener à des buts. Puis on sait qu'elle est capable de le faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on a vraiment vu. Puis, tu sais, je vois encore une certaine timidité de la part de Didier Deschamps. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je suis encore sceptique par rapport au fait qu'il fait jouer Matuidi à la place de laisser Dembélé continuer à se faire les dents avec cet effectif. J'aurais tellement aimé voir Dembélé, Griezmann, Mbappé, ou encore peut-être même garder Matuidi puis enlever Giroud puis installer Mbappé un peu plus en avant. Mais on connaît tous le potentiel offensif de cette équipe de France, mais tant si longtemps que Deschamps fait ce genre de choix, on pourra pas l'avoir réalisé ce potentiel. Ouais, je sais pas je vais dans ton sens, dans le sens où oui, je pense que Deschamps est frileux comme entraîneur. Je pense que la France aurait dû gagner 3-0, 4-1, un truc comme ça, sans vraiment se mettre en risque. Et durant des instants, on pensait qu'il allait être éliminé là, quand l'Argentine met le 2-1. Ouais. Par la suite, on sent la France paniquer un peu. Les buts de Mbappé, c'est des buts de contre, mais c'est des buts de talent pur, encore une fois. Après, son dernier but, je pense que Giroud est très important pour des phases de jeu comme ça, où il est capable de garder la balle au pied, de faire monter le bloc pendant que les ailiers, comme des flèches, là, ils attaquent. Dans cette Coupe du Monde-là, est-ce qu'il y a, selon toi, énormément d'actions construites? Moi, je pense que pas mal des buts, là, c'est des contres. Non, je pense que dans les compétitions comme ça, tout le monde va marquer sur les contres. Donc, je pense que la France pourrait jouer plus offensif, mais continuer à marquer en contre. Où je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant qu'il marque le premier but, il jouait pas forcément en contre dans le sens qu'il n'y avait pas un bus puis il dégageait à une pointe devant. L'action d'Mbappé, il est quand même créée sur une défense solide, mais direct, on essayait de faire quelque chose de ballon. Par contre, quand il défendait, mais deux lignes de 4, voire une ligne de 4, une ligne de 5, et ça attaquait pas beaucoup. Donc là, c'est là où je suis d'accord avec toi que Deschamps, il veut gérer des résultats au lieu de tuer le match. Si c'était contre le Brésil, tu vois, je peux comprendre. Si c'était contre une Allemagne ou c'est une Allemagne des dernières années, évidemment, ou l'Uruguay, des choses comme ça. Même l'Uruguay, je pense que tu peux les tuer offensivement. Mais contre l'Argentine, qu'on semblait être très, très faible défensivement, moi, j'aurais voulu voir un Deschamps qui disait à ses joueurs, aujourd'hui, on envoie un message au monde et on tue le match. Mais là, ils finissent quand même par prendre 3 buts contre une Argentine qui est dans un coma presque, hein, où il y a que Messi, j'ai l'impression qu'il se démène et il y a du monde qui le suit un peu. Ouais, mais tu sais, il y a presque une remontada, hein? Presque. Si c'était pas de la stupidité de Otamendi qui a perdu facilement 1 ou 2 minutes pendant les arrêts de jeu, Dieu seul sait qu'est-ce qui serait arrivé.
Donc, la France peut crier ouf, puis peut crier victoire, mais pas trop fort, puis essayer de se projeter vers son prochain match, parce que l'Argentine, je veux dire, on connaît la situation, mais par rapport au contexte dans lequel elle est, je trouve qu'elle a bien géré son match, puis il s'en est fallu de très peu pour qu'elle puisse causer la surprise. Sauf que ce très peu-là, la différence entre y arriver puis pas y arriver, ben moi je pense que c'est le coach, Sampaoli. Pourquoi Kun Agüero est sur le banc? Pourquoi Higuaín est sur le banc? Pourquoi Dybala ne joue pas du tout? Pourquoi Lo Celso ne joue pas? Tant de questions qui vont demeurer sans réponse, mais moi j'aurais aimé voir Lo Celso en 6, j'aurais aimé voir Higuaín à côté de Kun Agüero, puis j'aurais aimé voir Dybala sur la gauche, Messi sur la droite, et juste d'y aller pour. Puis au pire aller, on se prend 3 buts, puis on perd 3-0, mais au moins on aura essayé. Mais là, je pense qu'on n'a même pas essayé, on n'a même pas utilisé toutes les armes qui étaient à notre disposition pour au moins essayer de gagner. Et pour ça, je blâme l'entraîneur. C'est vrai que dans cette Argentine bordélique, je pense que l'entraîneur n'a pas réussi à rassembler les morceaux brisés. Honnêtement, quand tu regardes Sampaoli, tu te dis c'était quoi son projet de jeu, c'était quoi son ambition, qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place. Il n'y a absolument rien en fait. J'ai vu, je pense qu'il avait entraîné 22 matchs et les 22 fois c'était des 11 partants différents. Oh my God. C'est horrible. Là, je veux dire, c'est en Coupe du Monde, je sais pas, il arrive avec zéro certitude, avec des essais, des joueurs qu'on connaît pas, avec des formations, des 3-2-3-1 ou 3-2-3-2 où c'est pas équilibré. Le gars qui doit équilibrer ton milieu de terrain, c'est Mascherano, mais il est cuit. Mascherano sur le terrain, si tu me dis que pour le mental, parce que c'est un leader, ok, mais t'as besoin d'un gars à ses côtés pour l'équilibrer. Tu peux pas le mettre tout seul en 6, on n'est plus en 2010-2014. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Sampaoli, dans une équipe qui était déjà en crise, a rajouté en fait des problèmes à cette crise-là au lieu d'un autre. Tu mentionnes Mascherano, rappelons que Mascherano et Bilia ont tous les deux annoncé leur retraite internationale à la fin de ce match-là. Et je dois aussi rappeler que Messi a fini le match avec 2 passes décisives, une sur le but de Mercado puis une autre sur le but de Kun Agüero qui est arrivé à la 93e minute. Et bon, on ne peut que spéculer pour l'instant, mais est-ce que Messi sera présent à la Copa América dans un an au Brésil? Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, il y a eu des confirmations ni d'un côté ni de l'autre. Sinon, on pourrait passer au match qui t'a sûrement intéressé le plus de tout le week-end. Brésil versus Mexique. Bon, ce match-là, moi, ça n'a pas été mon match préféré, là. Mais les facteurs que j'ai retenus, c'est que Paulinho et Coutinho, encore une fois, ont fait un très bon match. Ils ont eu des bonnes chances. Mais finalement, les buts sont venus ils sont venus de Neymar. Un but et une passe décisive qu'il a faite sur le but de Firmino. Le Mexique s'est quand même bien battu, mais on n'a pas vu ce feu qu'on avait vu dans la phase de poule, notamment dans les 2 premiers matchs. Je pense que c'était un petit peu plus réservé contre le Brésil. Je sais pas si c'était à cause de la taille du défi ou à cause de l'adversaire aussi qui était imposant. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? En fait, j'ai vu un Mexique très bon dans les 15 premières minutes et j'ai surtout vu un Brésil très solide défensivement. Tu parlais du feu Mexique qu'on n'a pas vu beaucoup. Je pense que c'est justement la défense brésilienne qui l'a éteint et qui l'a jamais laissé se rallumer. En fait, le Mexique, s'il arrivait à dribbler un joueur, il y en avait 3 derrière, partout sur le terrain. Au milieu de terrain, sur les côtés, et Chicharito et Raúl Jiménez, les 2 9 dans le match, ont touché presque aucun ballon parce que les défenseurs étaient trop bons en fait. Et les milieux de terrain. Donc honnêtement, sur ce match, je pense que le Mexique a fait ce qu'il pouvait faire. Il était quand même ambitieux. Il essayait d'avoir quand même la possession. On n'a jamais vu un Mexique défendre à 10 et dégager la balle n'importe où. Ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient avec la balle. Je pense que la différence, ça s'est fait que le Brésil, sur toutes les positions, est meilleur que le Mexique. Et le Brésil a fait un peu le même match que le Mexique, mais en mieux partout, encore une fois. Je pense que c'est juste surtout ça qui a fait la différence. Et pour moi, je trouve que l'homme du match, Neymar, je trouve qu'il ne le mérite pas forcément. Je
pense qu'un gars comme Willian était vraiment meilleur. Il a fait énormément plus mal à la défense parce que le premier but de Neymar, c'est Willian. Hein, qui prend la balle, qui met 3 joueurs dans le vent et qui fait pas la passe à Neymar. Et ça débloque le match. Ça fait mal au Mexique et ça libère un peu le Brésil. Après, sur le 2-0, bon, c'est Neymar, je sais pas trop qui lui fait la passe, mais il joue bien l'avantage, là. Même si Ochoa, je pense qu'il a fait un match exceptionnel, là. On parlait de Coutinho tantôt. Coutinho a fait un très bon match. Il a réussi à faire 3 ou 4 tirs. Mais les 4, oui, Ochoa les arrête, mais les 4, Coutinho, il lui met un peu dessus aussi. Je pense que Coutinho a été moins bon que dans les matchs dans les phases de poule. Il a moins bien distribué. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, c'est peut-être aussi parce que la défense mexicaine a été pas trop mauvaise non plus. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un bon match équilibré, mais qu'une équipe était vraiment une coche au-dessus. Puis le 2-0, pour moi, c'est mérité. Là, le Mexique n'a pas gêné à lui seul. Ils n'ont jamais fait peur aux gardiens brésiliens. Ils ont bourdonné autour sans jamais pénétrer. Donc, je pense que le Brésil mérite sa victoire de 2-0. Et je pense que c'est un Brésil offensivement qui est très brésilien, mais défensivement, il est très européen. Donc, je trouve que leur équilibre là, va leur permettre d'aller très loin dans la compétition. Parfait. Donc, on passe au match suivant. Uruguay versus Portugal. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ce match-là? C'est que, bon, Suarez qui combine avec Cavani sur le premier but. Suarez qui s'est battu très très bien pendant tout le match, des deux sens de la balle. Il a vraiment tout donné dans les 45 premières minutes. Il était peut-être un petit peu plus brûlé dans la deuxième demi. Mais il a même défendu. Puis, tu sais, quand Cavani a dû sortir sur blessure, il était quand même là, il était quand même présent, il a quand même pris ses responsabilités. Puis, moi, je pense que l'Uruguay, c'est peut-être une des équipes les plus sous-estimées de ce mondial. Puis, c'est possiblement une équipe qui va causer des surprises lors de la prochaine ronde. Ils vont tomber contre la France. Et ça va être un joli, pas nécessairement clash de style, parce que la France aussi est capable de jouer en contre puis de défendre de façon compacte. Mais ça va être selon moi un clash de, j'ai envie de dire disons l'Uruguay a pas les mêmes options que la France. Puis ils peuvent pas compter sur les mêmes armes que la France. Donc moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va me donner comme match, mais je suis en désaccord avec Antoine Griezmann. Je pense pas que ça va faire un match plat. Je pense que ça va faire un match qui va être intéressant. Puis j'ai hâte de le regarder. Absolument. Même si moi, je vais plus dans le genre, dans le sens à Griezmann, où les Uruguay sont vraiment, vraiment durs à jouer, là, qu'on peut utiliser d'autres termes. Ouais. C'est un peu comme Griezmann, un peu comme l'Atlético, là. Ils vont aller pour les petits coups, ils vont gagner du temps. Comme le Uruguay a fait au Portugal, et comme le Portugal sait le faire aussi, là, je veux dire, ça prend ce vice-là, je crois, pour des équipes pour aller le plus loin qu'ils peuvent dans la compétition. Si on parlait du Mexique, je pense qu'ils ont toujours manqué un peu de ça aussi. C'est un petit peu de vice, un petit peu de pour aller peut-être déconcentrer l'adversaire. L'Uruguay est exceptionnel là-dedans, et j'ai hâte de voir, on dans la podcast, justement, j'ai hâte de voir Umtiti Suarez. C'est très intéressant comme duel. Suarez qui est très salaud, on veut dire, là. Et Umtiti aussi qui a un gros caractère mais qui perd vite son sang-froid aussi, donc je pense que ça va être intéressant. Intéressant duel des deux Blaugrana. Et Cavani, paraît que sa blessure c'est quand même assez sérieux là. Hier ou avant-hier, je pense qu'il était encore en train de boiter, donc ça a l'air assez grave. Sans Cavani, je pense que ça va être difficile pour Suarez. Écoute, on va voir, il reste encore quelques jours, donc on va souhaiter que, au moins pour le plaisir de nos yeux et au moins pour l'amour du football, j'espère que Cavani va revenir pour que ce match-là nous donne tout son potentiel. Absolument, et normalement les deux, en fait, en Uruguay, ils jouent mal ensemble, normalement en sélection. Ils n'ont jamais réussi à trouver une belle chimie. Et là, contre le Portugal, tu l'as mentionné, le premier but, les gars, ils se font des 1-2 sur 45 mètres. C'était exceptionnel. Ouais. Cavani était exceptionnel carrément, mais Suarez a été une complémentarité parfaite à Cavani. Il faisait le sale boulot là, pour que Cavani marque des buts ou fasse peut-être des plus belles actions. Mais Suarez, on a retrouvé le Suarez du début quand il était au Barça. La grinta, il courait partout, il défendait. Il réussissait toutes ses passes, il réussissait ses fins, des longs ballons. Il s'est fatigué par contre assez rapidement là, avec son travail de chien, mais il a fait un match grandiose. Ouais. Sinon,
la grosse surprise des huitièmes de finale. L'équipe qui comptait le plus de Blaugrana parmi son effectif, l'Espagne, n'est plus. L'Espagne a été éliminée par le pays hôte, par la Russie, en tir de barrage. Et j'ai envie de dire que l'Espagne, je veux pas fâcher personne, moi je parle juste de football ici, mais l'Espagne méritait de perdre. Ouais, bon. Ouais, je veux dire, l'Espagne n'a peut-être pas été assez inspirée pour aller chercher la victoire et je pense que personne ne peut vraiment contredire ça. Je trouve une Espagne très fade, malgré, si je ne me trompe pas, ils ont marqué le but en premier. Malgré leur ouverture du score là, contre son camp. Et honnêtement, moi, j'avais prédit victoire de la Russie. Mais quand j'ai vu l'Espagne marquer en premier, avec leurs 15 premières minutes quand même assez solides, je me disais, bon, ils vont me tromper, ils vont leur mettre 2-3-0. Et l'Espagne, comme contre le Portugal vers la fin du match, comme contre le Maroc, comme contre l'Iran même, se sont éteints un petit feu. Il n'y a jamais eu de rébellion dans cette équipe pour dire les gars, on joue plus vite. Quand ils sont revenus de la mi-temps, on a senti que le Hierro a peut-être un petit peu crié dessus, ils ont bien accéléré un petit peu le jeu, ils ont créé des chances, et encore une fois, ça s'est éteint. Mais tu sais, le tiki-taka, ça peut seulement fonctionner quand il y a du rythme puis quand il y a de la création dans les 30 derniers mètres. Mais juste à faire des passes en triangle sur 100 mètres, ça n'amènera pas un but, là. Ben exactement, je pense que l'Espagne a fait une version paresseuse de la possession de balle qui leur a permis de gagner des trophées. Elle faisait des passes dans les 4 derniers défenseurs ou les 2 défenseurs avec Busquets. Comme tu l'as dit, des passes à cette hauteur-là, sans créer des décalages, sans bouger devant, sans jouer long pour briser le jeu court, ça change rien. La possession, c'est au milieu de terrain que tu dois avoir. Et dans le tiers offensif, ce que l'Espagne a manqué. Pourtant, avec Indigo Costa qui avait été très bon en phase de poule, par exemple contre le Portugal, il y avait même un Isco qui voulait briser des lignes à chaque possession, mais personne ne l'aidait. Je pense que Hierro a fait une erreur de mettre David Silva à la place d'Iniesta, par exemple. Je pense qu'Iniesta, avec Isco, arrive de leur dribble ou de leur passe à briser des lignes, chose que Silva fait moins, ou n'a pas du tout fait en fait dans cette Coupe du Monde-là. Peut-être une des erreurs qui venait de là, et Hierro n'avait pas de plan B. Quand même Asensio, on n'arrivait pas à le trouver, et pourtant Asensio c'est un crack, c'est un très bon joueur. Je pense que ça c'est encore une fois un manque de tactique pour réussir à le trouver, parce que je pense que l'idée était bonne. Mais on a vu une Espagne manquer de leader. J'oublie c'est qui le joueur qui avait dit ça, mais il dit en perdant le petit on a perdu notre leader. Donc l'Espagne a surtout manqué le capitaine du bateau là, justement pour montrer la direction à suivre. Pourtant, c'est pour ça qu'il manque des leaders dans cette équipe-là. Il y en a tellement des champions du monde dans cette équipe-là. Entre Iniesta justement et David Silva et Sergio Ramos et Gérard Piqué et il y en a quand même énormément des champions du monde dans cette équipe-là. Moi, je peux pas acheter cette excuse-là. Moi, je pense que il y a eu un certain confort dans cette équipe-là. Un peu comme la Mannschaft d'ailleurs. Ces équipes-là qui ont tout gagné ensemble et qui sont restées ensemble, ils n'ont plus nécessairement cette énergie du désespoir, cette compétitivité qui fait que non seulement ils veulent compétitionner quand ils portent l'uniforme, mais ils doivent également compétitionner quand ils sont à l'entraînement parce qu'ils doivent se battre pour leur place. La plupart du 11 titulaire, peut-être sauf 2 ou 3, c'est pas mal statique. Et je pense que ça a été un gros problème pour la Roja. Peut-être pas autant que la perte de l'entraîneur 3 jours avant le début de la compétition, mais même si il n'y avait pas eu tout le scandale avec Lopetegui, je pense pas qu'on aurait vu une Espagne aussi dominante avec du recul, là, parce qu'on la voyait tellement grande cette Espagne. Mais si, admettons, l'Espagne était sortie encore avec Lopetegui, je pense pas que ça aurait été surprenant non plus. Bah, tu vois, moi je pense qu'avec Lopetegui, ça serait peut-être aller plus loin, parce que justement, tu parlais de l'Allemagne, j'allais mis ça comme point. C'est Joachim Löw, son erreur, je ne vais pas voir le tout longtemps, mais son erreur, c'est d'amener les mêmes personnes d'il y a 4 ans et de ne pas faire entrer les nouveaux malgré certaines mauvaises performances des anciens. De mettre les champions dans leur fauteuil, comme tu as dit. Ouais. Ben, l'Espagne, c'est la même chose. Leur leader, entre guillemets, c'est tous des champions qu'ils ont joué dans un fauteuil dans cette Coupe du Monde-là. Lopetegui, lui, n'avait pas gagné avec eux. Lui, il est venu pour mettre sa philosophie, sa mentalité. Et ce qui avait été fait, parce qu'ils ont gagné il y a 8 ans quand même. C'était pas 4 ans, c'était il y a 8 ans. Ouais. Ils s'en foutaient, Lopetegui. Il arrivait avec sa mentalité, sa façon de faire, son pragmatisme, sa personnalité. Les joueurs aimaient ça. Et je pense que c'est justement pourquoi
les joueurs l'aimaient autant parce qu'il est arrivé, il est allé briser leur fauteuil en leur disant vous voulez gagner, suivez-moi. Et en partant, c'est pas Hierro qui est allé bousculer les leaders. Là. Justement, Hierro il s'est appuyé sur les leaders qui étaient déjà dans leur fauteuil. Ouais. Je pense qu'il y a des équipes qui ont déjà tout gagné avec les mêmes joueurs, ont besoin de quelqu'un, un leader positif évidemment, mais qui va briser leur certitude. Guardiola avait déjà dit avec le Barça, moi à chaque mercato, il changeait 4 joueurs en rotation à chaque année. On se demandait toujours pourquoi tu as tout gagné. Il disait le même groupe de personnes, sans compétition, qui a tout gagné, tu l'avais fait. Ouais. Avec ça, tu vas jamais gagner. C'est pour ça qu'il changeait de joueurs. Je veux de la compétition interne. Je veux que les joueurs sachent qu'ils sont pas 100% titulaires. Et c'est ça la clé du succès à long terme. C'est une des raisons pourquoi, je vais prendre l'exemple de Zidane ces 2 premières années, il faisait tourner l'effectif. Pourquoi il dit aux joueurs, tu veux jouer, prouve-moi-le, même si tu prenais la place, un titulaire qui venait de tout gagner. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui a manqué au Barça, je pense, les dernières années aussi. On en parlait au rond, Michael. Yeah. C'est ça qui fait la différence d'une équipe de gagnants, c'est que tu dois briser leur certitude et les challenger encore. Puis là, le commentaire qu'on est en train de faire, là, on est le Blaugrana Podcast, ça s'applique au Barça, mais vraiment énormément. Le Barça qui gagne, qui a de la difficulté, je veux dire, à avoir des résultats en Champions League depuis le triplé de 2015, on peut l'expliquer à cause de ça aussi, là. Quand on regarde justement la charnière centrale et le défenseur central, les défenseurs centraux, qui occupent la 3e et la 4e place, on voit clairement que il y a pas de compétition puis qu'ils peuvent être bien confortables parce qu'ils savent que Vermaelen et Elimina leur posent pas vraiment de menace. Et je pourrais dire ça à propos du poste d'attaquant de pointe aussi. Suarez, il regarde sur le banc, il n'y a rien pour lui faire peur. Il est tranquille. Et on pourrait continuer pendant plusieurs minutes, poste par poste. Sergio Busquets, même chose. Il n'y a aucune compétition. Et les problèmes au Barça, c'est pas juste au dernier étage du building. Ça commence sur le banc, ça commence dans le 11. Puis quand on regarde l'effectif, quand on réalise que les remplaçants peuvent pas poser une menace crédible aux titulaires indiscutables, ça emmène les problèmes qu'on a connus aussi. Absolument. Et comme tu l'as, c'est ton exemple avec le Barça est parfait, en fait. Si on a mis encore une fois les gagnants, les champions, les cadres dans un fauteuil, sans vouloir trop les déranger, avec un entraîneur, Valverde, oui, qui a une grosse personnalité, là, moi je l'aime bien, mais qui est pas allé les bousculer. Luis Enrique, la première année, il avait bousculé les cadres. Les cadres n'avaient pas tous bien réagi, mais de ce conflit-là est née une équipe unie et triplée. Guardiola, quand il est arrivé, il a bousculé, il a mis dehors Ronaldinho, Deco. Eto'o lui a dit tu t'en vas, Eto'o lui a dit je reste. Guardiola a dit c'est beau, tu restes, mais tu l'as fait, mais tu joues. 6 trophées. C'est pas sorcier, là. Je veux dire, même si tu as des cadres, des champions, tu dois briser leur certitude pour les pousser. Les gars, c'est des sportifs, c'est des compétiteurs. Ce qui fait la force de ces joueurs-là, et ce que le Barça doit faire, c'est chercher le plus possible avec l'esprit de compétiteur. Ils ont gagné, ils vont encore gagner, mais tu dois leur faire retrouver leur envie. Exact. Je vais juste mentionner aussi que je veux pas m'attarder sur le sujet là, mais à titre d'information, Gérard Piqué qui commet encore une faute de main dans le carré 18 et une faute de main flagrante qui est indébattable. Et je voulais aussi mentionner que Gérard Piqué et Andrés Iniesta ont annoncé leur retraite internationale après le match contre la Russie. Donc Croatie-Danemark, personnellement, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce match-là, à part que les 2 gardiens, Subasic et Schmeichel, étaient absolument en feu, et que Ivan Rakitic a fait un match exceptionnel, il était partout sur le terrain, et il a même fini par marquer le penalty gagnant qui a assuré la qualification de la Croatie en quart de finale. La Croatie qui fera face à la Russie. Oui, exactement. La Russie, encore une fois, comme tu l'as dit, là, un Rakitic qui a l'air vraiment, qui confirme son année exceptionnelle avec le Barça. Avant, je l'ai trouvé un peu timide, gêné. Là, je trouve qu'il a une personnalité de patron sur le terrain. Comme son dernier pénalité, c'était une séance de pénalité, mais complètement folle. Il te l'a mis tranquillement dans le coin, presque en marchant, comme si c'était à l'entraînement le matin.
exceptionnel Rakitic, ça me donne encore plus envie là, de le voir l'année prochaine au Barça. Moi en tout cas, je vais acheter son maillot. J'adore ce joueur. Pour moi, Rakitic, même, je l'avais dit la semaine passée, puis je réitère, plus que Coutinho encore, je pense que Rakitic, c'est le Blaugrana de cette Coupe du Monde. Et à moins, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, là, il reste quand même 3 autres rondes, mais au moment où on se parle, moi, Rakitic, c'est le joueur qui m'a impressionné le plus, parce que Coutinho, je m'y attendais. Coutinho, il joue dans ses capacités, puis, tu sais, même s'il est absolument exceptionnel comme joueur, je m'attendais à voir ça de sa part. Mais que Rakitic soit autant un leader technique dans cette équipe-là, qu'il soit aussi important pour ce collectif-là, même par-dessus un Modric que tout le monde voyait comme étant le meilleur joueur de cette équipe. Et non, c'est Rakitic qui est décisif, c'est Rakitic qui gère, c'est Rakitic qui attaque, qui défend, qui est vraiment le maestro de cette équipe. Et bon, j'espère qu'il va continuer à nous montrer ça, puis j'espère qu'il va continuer sur sa lancée quand il va revenir parmi nous dans la préparation du mois de juillet, puis au début des compétitions officielles au mois d'août. Oui, absolument. Et tu l'as dit, je pense, Rakitic, comme tu disais, Coutinho, il a joué dans ses capacités sans plus. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il était plus important que moi, je pensais personnellement, mais c'était surtout dû au fait qu'autour de lui, c'était plus tranquille. Et là, en 8e, il était un peu moins bon. Parce que Rakitic, on a l'impression qu'il monte en puissance. Et surtout, comme tu l'as dit, pour Modric brille énormément, mais c'est aussi grâce à Rakitic, justement. Ce que j'adore de la Croatie, c'est que c'est pas la Croatie de Modric, c'est la Croatie de Modric et de Rakitic. Mm-hmm. Tu sais, c'est ce que les grandes équipes là, n'arrivent toujours pas à faire. On se rappelle de l'Angleterre avec Lampard, Gerrard, Beckham, ou Scholes, où finalement tout le monde voulait jouer pour sa pomme, et finalement ça n'a jamais donné un collectif. L'Espagne, à l'époque, qui gagnait pas. Même le Brésil, Coutinho et Neymar, on dirait que chacun veut prendre son lead sans jouer ensemble. Et là, non, la force, je pense, de Rakitic, là, c'est vraiment de se fondre dans le collectif. Il le fait bien au Barça, avec Iniesta, Busquets, maintenant avec Coutinho, et avec la Croatie, où il est très important, comme tu l'as dit. Et moi aussi, je pense que c'est le Blaugrana qui n'est pas fait plus. Parfait, donc on a hâte de voir la suite. Rapidement, Belgique-Japon, un autre match de fou. Vermaelen n'a pas joué, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Le Japon qui commence 2-0 puis qui se fait surprendre par la Belgique qui finit par gagner le match 3-2. C'était un match... Moi, si j'étais japonais, je pense pas que je m'en remettrais. Parce que les Japonais ont vraiment bien joué. Ils menaient 2-0 puis ils continuaient à attaquer. C'était formidable à voir. Mais bon, la Belgique qui continue et qui va nous donner une affiche vraiment séduisante contre le Brésil. J'ai très hâte de voir ça. Absolument, je pense que pour moi, c'est le match que je voulais voir. Peut-être les deux meilleures équipes, selon moi, dans ce du monde-là, depuis les phases de poule. La Belgique qui était accrochée par le Japon. Je pense que c'était un bel avertissement aussi à Roberto Martinez, qui sa formation de départ était peut-être pas la meilleure. Il a bien recadré, là, ces deux changements, ils mettent les deux buts. Donc il s'était bien replacé dans son coaching. Après, il va falloir voir encore une fois, est-ce que contre le Brésil, si le Japon t'en met 2, le Brésil ils peuvent t'en mettre 4-5 et eux, ils vont pas s'en prendre une remontée après. Mais j'ai bien aimé le match des Japonais, comme tu l'as dit. On parlait on parle du beau jeu, du foot, du Barça, du football total, mais le Japon, c'était presque ça. Hein? Chaque joueur, on dirait qu'il pouvait jouer n'importe où sur le terrain, ça sortait à une touche. On voit la patte de Vaid, d'ailleurs, l'entraîneur de l'école de Nantes, un jeu où tout le monde joue à une touche, on crée de l'espace, on prend l'espace. Ils ont fait un match de foot, mais magnifique. Honnêtement, chapeau à eux. Dommage pour la défaite. Chapeau à la Belgique pour la remontée, bien évidemment, mais le Japon peut partir la tête très haute pour moi être une équipe qui m'a séduit le plus dans cette compétition. C'est vraiment du foot champagne. Je voulais souligner également la retraite internationale d'un vieux routier du football, un ancien de l'AC Milan, et aujourd'hui il est à Santos Laguna au Mexique. Retraite internationale de Keisuke Honda. Et d'ailleurs, pour la statistique, on est assuré d'avoir un Barcelonais en finale de Ligue des Champions. Oh oui, c'est vrai. Les deux équipes en finale, on est sûr d'avoir un joueur du Barça. Donc,
À part de ça, dernier match que je viens de voir tout juste. Colombie contre Angleterre. L'Angleterre mène 1-0. Et dans les arrêts de jeu, 90+. Qui met la tête? Qui rentre le but? Pour un 3e match consécutif. Titulaire 3e match consécutif. Et oui, Yerry Mina. Yerry Mina qui ne cesse de faire augmenter sa valeur sur le marché des transferts. À mon grand plaisir. T'as-tu regardé le match, Alec? Ouais, j'ai regardé la majorité. J'ai manqué peut-être des prolongations. Moi, je pensais que j'ai pris mon dîner, les 30 dernières minutes, je me dis ça va se finir en 90. Et boum, Yerry Mina. Géant Yerry Mina durant cette Coupe du Monde-là. 3 buts décisifs. Surtout lui, en fait. Et défensivement, il n'a pas été si dégueu que ça aujourd'hui. Moi, honnêtement, je pense que sa valeur va tellement augmenter que les dirigeants vont le garder. Ah, j'espère Malheureusement. pas. Non, j'espère pas. Tu dis qu'il n'a pas été si dégueu défensivement, mais t'oublies qu'à côté de lui, il y a un défenseur que justement on a essayé d'avoir il y a un an, Davinson Sanchez, qui a Lui fait la faute sur le pénal, hein? Ouais, ok, mais des fautes sur des pénaux, tout le monde en a déjà fait. Beckenbauer a déjà fait des fautes sur des pénaux. Ouais. Ok. Ouais. Mais tout ça pour dire, Davinson Sanchez, on le voulait absolument l'année passée. On n'a pas pu lui offrir les garanties qu'il aurait aimé avoir par rapport au temps de jeu. Donc il a décidé de signer à Tottenham. Et il brille à Tottenham après avoir brillé à un club que, comme tu sais, j'aime beaucoup, l'Ajax d'Amsterdam. Et là, Davinson Sanchez, c'est lui qui est à côté d'Yerry Mina et c'est lui qui couvre pour Yerry Mina. C'est lui d'ailleurs qui touche la plupart des ballons dans les premiers 30 mètres. Yerry Mina, il touche pas énormément de ballons. Et quand il touche à des ballons, c'est une touche et ça va vers l'avant. Je vois pas Yerry Mina vraiment être capable de faire des courses avec des ballons ou essayer de combiner avec des joueurs. Yerry Mina, il est là pour une raison. Il est là parce que il est capable de gagner des duels aériens, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais de toute évidence, Yerry Mina, balle au pied, il a pas le niveau du Barça. Et j'entends beaucoup de monde qui disent il faut lui donner une chance, il faut être patient avec lui. Regardez-le, ok? Regardez-le. Ou allez voir les reprises des matchs précédents. Regardez Yerry Mina avec ou sans le ballon, comment il se place, de quoi il a l'air quand il court, comment qu'il gère le ballon, comment qu'il gère sa position. Et vous allez voir que Yerry Mina, c'est pas un défenseur du FC Barcelone, mais pas du tout. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir de succès dans un autre club, dans un autre style de jeu, peut-être dans un système à 3 défenseurs centraux. Peut-être dans un système où est-ce qu'on joue pas beaucoup au sol, mais qu'on gère plus les relances dans les airs, il pourrait avoir plus de succès. Mais moi je vous le dis, Yerry Mina fait une saison au complet au Barça, et le moindrement qu'il y a des blessures et qu'il doit être titularisé pendant quelques matchs consécutifs, ces lacunes vont être exposées au grand jour, et à ce moment-là, il n'y aura plus aucune valeur et on va être pris avec. Ça, c'était ma petite page Yerry Mina. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je suis d'accord avec toi. Et quand tu disais même que sa valeur est au maximum, je pense que c'est vrai. Je pense pas qu'il va être plus exposé, comment je peux dire, mais positivement là, qu'en ce moment. Tu sais, il a marqué 3 buts décisifs à la Coupe du Monde. Il a fini titulaire avec la Colombie, défaite en penalty. Il a pas mal paru. Il a pas fait de grossière erreur. Au contraire, je pense que justement, si en plus, avec les problèmes d'extra-communautaire qu'on a au Barça, si un joueur à vendre, je pense que ça serait lui. On l'a acheté 7 millions, si je ne me trompe pas. On peut facilement en avoir 15. Peut-être plus encore, comme tu m'as mentionné avant le podcast, en Angleterre, ils ont beaucoup d'argent, donc on pourrait aller chercher même plus. Et je pense que ça serait la bonne affaire pour le joueur aussi. Je pense que le style de l'Angleterre lui irait peut-être mieux que le style espagnol. Définitivement. Surtout, tu sais, moi je le vois avoir du succès dans un club de milieu de tableau en Angleterre, ou un club qui se bat pour le maintien. Tu sais, ce genre de club-là qui va à l'arrache, puis qui va avec la grinta, puis avec l'énergie de se maintenir. Moi, je pense que lui, il cadrerait bien là-dedans. Mais un club qui a de l'ambition, puis qui veut gagner une Liga, ou une Premier League, ou une Champions League, je pense pas que c'est le niveau de Yerry Mina, mais je le vois avoir du succès dans un club de milieu de tableau en Angleterre. En Espagne, ce serait plus compliqué, par exemple. Je suis d'accord. Donc, on va poursuivre avec les infos de la semaine. Il y en a beaucoup. Mais premièrement, je voulais
partager avec vous une information que j'ai vue passer et j'ai eu la chance d'être consulté sur cette information-là par Gégé Boursier qui habite en Alsace. Et le Barça serait en train de pister un jeune joueur qui joue avec les U16 du FC Sochaux Montbéliard. Donc, de là l'utilité de notre consultant alsacien. Je vais vous donner une petite présentation. C'est un joueur qui s'appelle Lucien Agoumet, milieu offensif. Et il est pressenti comme étant très précoce pour son âge, au point que les médias français, et on connaît les médias français, mais quand même, les médias français l'appelleraient le prochain Pogba. C'est un très bon jeune, il est suivi de près par Manchester City, par quelques clubs italiens, par le Barça, par le Real Madrid. Et paraît-il que son entourage voudrait le garder encore à Sochaux pour une saison de plus au minimum. Mais c'est un talent qui est supervisé par le Barça depuis 1 an, donc si vous êtes connecté avec le foot français, c'est un joueur qui sera à surveiller, puis peut-être que dans le futur, on pourra vous donner des informations qui sont plus précises par rapport à l'implication du Barça par rapport aux joueurs ou encore à son développement et qu'est-ce qu'il pourrait venir faire chez nous et quels besoins il pourrait venir combler. Sinon, tu le connaissais-tu toi, Alec? Aucunement, non. C'est vraiment des infos dans le podcast. Sinon, je vais vous parler d'une autre info mercato. Marlon, ce serait presque fait, mais pas à West Ham comme annoncé préalablement, mais plutôt à Southampton. Et le prix serait 12 millions plus 3 millions de bonus. Et ça, c'est une info qui vient des médias espagnols. Willian, ça, c'est une info qui m'a pris par surprise. Le Barça a offert 56,4 millions d'euros. Donc 50 millions de livres. Là. On voit avec la conversion, ça fait un chiffre un peu bizarre. Là. C'est plutôt à cause de ça. Donc ils ont offert 50 millions de livres à Chelsea pour les services de Willian. Et Chelsea a refusé. Bon, Willian a 30 ans. Donc moi-même, à 56,4 millions d'euros, je trouve que c'est trop. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses, toi, Alec? Pareil. Autant contre le match contre le Mexique, il me séduit beaucoup parce que William, en fait, le truc, c'est quand il est en forme, il est phénoménal. Il fait toujours le choix juste, il se trompe jamais, il joue tout le monde, il est rapide, il défend, mais ça arrive une fois sur 6. Les autres matchs, il perd tous les ballons, il fait des mauvais choix, il défend pas, ou il est totalement absent sur le terrain. Donc, je pense qu'un joueur aussi irrégulier à ce prix-là, je trouve ça cher. Tu sais, si tu m'avais dit 30-35 millions pour le mettre sur le banc pour faire tourner, je pense que ça aurait été intéressant, en fait. Dans la rotation, tu sais, justement, on parle encore du fameux match à la Roma, mais tu sais, Paulinho à droite, Paulinho, tu le mets au centre, tu mets Willian à droite, je pense que c'est intéressant, là. Si le gars, il peut défendre, il garde la balle, il a un contrôle de balle hallucinant, il fait les allers-retours sur le côté droit. Donc là, ça m'aurait peut-être intéressé, mais là, 56 millions refusés, j'imagine qu'ils veulent un 65-70, je trouve ça beaucoup trop. On connaît tous les problèmes que Chelsea ont présentement. Il y a Roman Abramovich, par son entourage, par son équipe de communication, qui a laissé fuiter qu'il n'y avait pas les moyens de payer la prime de départ de Antonio Conte. Donc, il y aurait sûrement à garder l'entraîneur italien pour une saison de plus. Donc, je pense que ça laisse présager qu'il y a des problèmes financiers autour de Chelsea Football Club. Notamment, il y a une construction de nouveaux stades qui était supposé se faire, qui est sur le point d'être annulé. Donc, j'imagine que Chelsea essaie encore une fois de financer ses opérations en faisant des grosses ventes à des marchés qui en ont les moyens. On pense à Oscar, on pense à Obi Mikel, on pense à Ramirez. Donc, moi, je pense que Willian, ça va être direction Chine si ils s'attendent à avoir plus que 50 millions de livres pour lui. Déjà, 50 millions de livres, moi, je pense que c'est énorme. S'ils veulent plus que ça va devoir être une destination comme ça. Soit la Chine, soit le Golfe. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que même 50, il est 31 ans, t'as dit. Hein.
C'est en haut de 50, en haut de 60 millions pour un gars de 31 ans qui n'est pas forcément en top 5 à sa position, je trouve ça très cher, effectivement. On a reçu une offre de 50 millions d'euros pour Paulinho et ça vient d'un club qui serait... Bon, moi j'entends que c'est un club italien. En grattant un peu plus, j'entends que c'est possiblement la Juve, mais il n'y a pas de confirmation ni du clan Paulinho, ni du Barça, ni de la Juve. Donc pour l'instant, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui sont rapportées par plusieurs médias crédibles. Donc est-ce que le club va vouloir empocher une plus-value sur Paulinho après la saison quand même excellente qu'il nous a donnée, plus la Coupe du Monde qui est quand même épatante, qui est en train de nous donner, et toutes les réalisations qu'il a faites avec l'équipe du Brésil lors des qualifications également. Toi, Alec, après avoir acheté à 40, est-ce que tu vends à 50 ou est-ce que tu poursuis l'aventure pour une année de plus? Je le vends direct. J'ai rien contre le joueur, hein, mais à son âge, encore une fois, avec le mondial qu'il fait, un peu comme Yeremina, sa valeur ne sera pas plus haute. Avec cet argent-là, tu peux remplacer par des jeunes delight en défense ou des milieux de terrain. Thiago, par exemple. Donc, je pense que Paulinho nous a fait une année exceptionnelle. Il m'a fait mentir, moi, qui était très sceptique, et beaucoup d'autres. Mais à 50 millions, faire une plus-value en plus, moi, je le vends direct. Puisqu'on est dans une petite page italienne, je voulais te sortir une autre rumeur qui concerne le Barça, mais qui vient d'Italie. La Juve voudrait acheter Sergej Milinkovic-Savic à la Lazio et il aurait offert 100 millions d'euros. Et pour financer l'opération, il serait prêt à vendre Miralem Pjanic pour 80 millions d'euros. Donc, si on fait les calculs rapidement, 50 millions pour Paulinho, plus peut-être une vingtaine de millions pour Yeremina, ça nous emmène 70 millions d'euros. Quelques ventes de plus, puis on pourrait avoir Miralem Pjanic. Je dis ça comme ça, là, je fais marcher ma tête, mais imagine le mercato de génie que ça ferait. Moi, Pjanic, pour moi, c'est le joueur parfait avec le Barça. Je le trouve exceptionnel, et je pense que dans une équipe où il y aurait moins de responsabilités défensives, que comme à la Juve, en Italie surtout, il va vraiment exploiter son plein potentiel. Et Allegri, qui est un extraordinaire entraîneur, disait souvent que Pjanic, c'était pour lui le meilleur milieu de terrain, talent pur. Mais qu'on ne voyait pas durant le match, il disait que ça le frustrait énormément. Pjanic au Barça, entouré de Rakitic et Busquets, exceptionnel. Moi, j'adorais ça. Effectivement, Pjanic, exceptionnel. À suivre. Soit dit en passant, on est aujourd'hui déjà au mois de juillet. Et on n'aura pas de nouveau directeur sportif vraisemblablement. Donc, on espère que l'équipe qui était déjà en place va prendre les bonnes décisions cet été. Donc, à suivre. Un autre info mercato. Clément Langlais, le défenseur central de Séville, viendrait au Barça pour 35 millions qui iraient à Séville, plus un autre 3 millions qui irait à l'AS Nancy-Lorraine. Étant donné que c'est son club formateur, ça fait partie du contrat avec Séville. Donc 38 millions pour l'anglais. Et ça devrait se signer cette semaine selon les médias espagnols. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, Alec? Oui, absolument. Surtout, enfin, on prend un gars qui est établi, qui connaît la Liga. Ça sent un petit peu le Valverde, cette signature-là, et j'en suis très content. Honnêtement, ça va pas être un gars titulaire. Mais s'il aligne 5 matchs solides, moi je le vois prendre la place de Piqué titulaire, peut-être de laisser sur le banc quelques matchs. Ou quand Piqué va enchaîner des mauvaises prestations ou être fatigué, je nous vois utiliser l'anglais contre des petites équipes, peut-être à la maison par exemple, sans aucun problème. Et je pense que c'est parfait en fait comme timing, c'est parfait comme arrivé. Les gars, il connaît la Liga, on n'a pas de question à se dire ça va être trop vite pour lui, les relances, non. Il connaît la Liga, il a été très bon avec Séville et j'ai hâte de le voir jouer au Barça. Espérons. Moi, comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, je veux voir des défenseurs centraux faire compétition aux titulaires. Et je veux voir les défenseurs centraux sur le banc avoir plus de temps de jeu. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Gérard Piqué a 31 ans.
Oui, il lui reste 4 ans de contrat, mais il a 31 ans. Son niveau, ça s'en va pas en s'améliorant. Donc, si on peut donner un peu moins de minutes ou un peu moins de matchs à Piqué et donner un peu plus à un troisième défenseur central qui est déjà établi dans la Liga, peut-être que ce serait une transition qui durerait 1 an, peut-être 2 ans, mais éventuellement, l'anglais à côté d'Umtiti, moi je pense que ça a de la gueule. Absolument, 100% d'accord avec ça. Sinon, quelques infos mercato en rafale. Boyan qui signerait possiblement avec le New England Revolution. Boyan qui a déjà gagné 2 Champions League avec le Barça, qui fait partie du grand Barça de Guardiola, qui a déjà mis le grand Zlatan Ibrahimovic et le légendaire Thierry Henry sur le banc. Eh bien, il est encore dans la vingtaine, je pense qu'il a comme 27 ans aujourd'hui, et il va se retrouver avec le New England Revolution. Donc, bon, on va vous donner une nouvelle là-dessus. Là. C'est une info qui est venue de Nilton George, by the way. Ça, c'est une info qui vient de Montréal. Là. Donc, je donne le crédit à Nilton pour celle-là. Pardon? Obrigado. Obrigado à Nilton, bien sûr. Donc, ouais, c'est une info Barça et une info MLS en même temps. C'est quand même intéressant. Ça arrive pas souvent. Cette info est subventionnée par le gouvernement. Sinon, il y a une mini-série qui va sortir en France. Ça s'appelle Ousmane Dembélé, Ballon sur bitume. Oui. Vous pouvez aller voir. Dans mon wishlist à regarder bientôt. Ouais. Vous pouvez aller voir sur le compte Twitter de Ousmane Dembélé, @Dembouz. Il y a déjà un trailer qui est sorti. Et bon, ça parle de sa jeunesse, comment il a grandi dans les quartiers un peu moins huppés de Paris, on va dire ça comme ça. Et bon, on voit ses amis, sa famille, les gens avec qui il a grandi, puis ça va nous permettre de faire connaissance un petit peu plus avec Ousmane Dembélé, l'être humain, en plus de Ousmane Dembélé, le footballeur. Donc, à suivre, mais rajoutez ça sur votre liste. Oprah a son book club, peut-être que nous, on peut avoir notre movie club. Et dernière info mercato de la semaine. Jasper Cillessen veut partir, il veut jouer plus souvent. Sa clause est à 60 millions. J'ai entendu que le Barça était prêt à baisser son prix à 30 millions et moi je suis absolument en désaccord avec ça. T'as voulu signer au Barça, tu savais que Marc-André Ter Stegen était là. Marc-André Ter Stegen aujourd'hui, objectivement parlant, c'est possiblement le meilleur gardien au monde. Donc, Cillessen, s'il veut jouer quelques matchs de plus de Liga ici et là, je suis pas en désaccord avec ça. De toute façon, je pense que ce serait même nécessaire. Mais de là à dire qu'il veut partir, quand dans le fond, il sait très bien qu'il est sous contrat. S'il veut partir, ben, qu'il s'organise avec son agent pour qu'une équipe paye sa clause libératoire de 60 millions, qui est soit dit en passant très basse dans le marché d'aujourd'hui. Mais sinon, si vous voulez mon opinion personnelle, moi, Cillessen, je l'adore comme deuxième gardien. Et je serais même prêt à m'organiser pour le prolonger parce que je pense pas qu'avec 30 millions, on peut remplir ce vide. Et je pense même pas qu'avec 60 millions, on peut avoir un gardien du niveau de Cillessen avec qui on pourrait être serein, même avec une blessure ou autre problème avec Marc-André Ter Stegen. Ouais, après, je pense que s'il veut partir, je pense que le garder contre son gré serait pas une bonne idée. Après, 30 millions, vraiment, c'est beaucoup d'argent. Hein. Tu parlais de aller chercher Pjanic ou Savic. Avec cet argent-là, ça pourrait faire la différence. Et le Barça a toujours eu cette classe-là, si on veut dire, de jamais bloquer la progression de ses joueurs si c'était leur désir. Donc, je pense que s'il veut vraiment partir, le vendre 30 millions, je pense que ce serait une bonne idée. Après, si en lui donnant un salaire plus important, il veut rester avec la même motivation, évidemment que je le garde. Il était parfait dans son rôle de numéro 2. Justement, c'est ça justement le point, c'est oui, on pourrait bonifier notre attaque ou notre milieu de terrain, mais on va avoir un problème par rapport à notre deuxième gardien de but si on le laisse partir. Et je pense pas qu'il y a un gardien de but au Barça B maintenant qui peut prendre la relève. Éventuellement, avec les juvéniles, t'as un gardien qui s'appelle Iñaki, dont Rally nous avait parlé justement, qui pourrait être un gardien d'avenir puis qui pourrait commencer comme numéro 2 pendant quelques années.
mais il est encore beaucoup trop tôt pour penser à son développement. Donc, Célécine, moi, j'essaierais vraiment, tu sais, comme qu'on dit là, j'essaierais de trouver une façon de lui faire plaisir pour qu'il reste. Ouais, non, c'est ça. S'il y a une possibilité, évidemment, la garder, c'est la meilleure des solutions. Après, si lui veut partir, c'est quand même 30 millions. Je veux dire, ce serait une belle plus-value. Parfait. Donc, ça fait le tour pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Puis, on va vous faire un autre Blaugrana podcast tout de suite après les quarts de finaux. Donc, restez à l'écoute. Restez connectés avec nous sur Twitter, @BlaugranaPod. Et on va annoncer très bientôt la date du prochain Blaugrana podcast qui aura lieu tout de suite après les quarts de finaux de cette Coupe du Monde 2018. Merci beaucoup encore une fois, Alec. Merci aux auditeurs. Merci à toi. Et à la prochaine. Merci à tous. Ciao.